L'épilepsie est une maladie du cerveau. Elle touche près d'1 personne sur 100. Cela représente 50 millions de personnes dans le monde, dont la moitié est âgée de moins de 20 ans. Elle est bien plus fréquente que la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques et les infirmités motrices cérébrales réunies. C'est une des maladies qui occasionne le plus de gêne sociale. Il arrive encore trop fréquemment que les personnes atteintes d'épilepsie souffrent plus de préjugés et de discrimination que de la maladie elle-même. Les fausses croyances sont encore la règle en Afrique, où l'épilepsie est associée à la folie, à la contagiosité ou à la possession du corps par un mauvais esprit. Dans de nombreux pays d'Asie, malgré l'abrogation récente de lois telles que l'interdiction au mariage, les malades subissent encore de fortes difficultés sociales. Quant aux pays occidentaux, les médias ont souvent associé la maladie à des termes démoniaques et ont diffusé beaucoup d'erreurs scientifiques. La représentation de la maladie dans les paroles de chansons, les romans et les films actuels est très souvent associée à la folie, au retard mental et au surnaturel. Les hommes y sont représentés comme fous ou violents et les femmes fragiles. Ouvrir l'esprit à des pensées nouvelles et ainsi enrichir la créativité. Alors qu'est-ce que c'est qu'une crise d'épilepsie ? C'est une sorte d'orage électrique dans notre cerveau. Philippe Kahn, professeur de neurophysiologie au CHU de Grenoble. Pour bien comprendre ça, il faut savoir que les cellules qui constituent notre cerveau, ce qu'on appelle les neurones, s'activent normalement de façon spontanée dans notre vie de tous les jours, quand on parle, quand on bouge, quand on fait diverses activités, et que ces cellules communiquent entre elles. De façon concrète, pour communiquer, on va avoir un message électrique qui va être véhiculé le long de chacune de ces cellules. Et pour que ce message électrique soit lu d'une cellule à une autre, il va devoir franchir l'espace entre deux cellules, qu'on appelle la synapse. Et pour ce faire, il va utiliser un stratagème qui consiste à libérer dans cette synapse un produit chimique qui va transmettre l'influx électrique d'une cellule à une autre. Donc ça, c'est le fonctionnement habituel de notre cerveau. Ce qui va se passer dans une crise d'épilepsie, c'est que l'activation des cellules épileptiques est trop importante. On dit que ces cellules sont hyper excitables. Et non seulement elles s'activent trop individuellement, mais elles s'activent trop en groupe. Et cette hyperactivation de ces cellules nerveuses va générer une décharge électrique dans notre cerveau, anormale, qu'on dit hypersynchrone, et c'est cela qu'on appelle une crise épileptique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule épilepsie, il y a des épilepsies. Et qu'évidemment, à partir du moment où l'épilepsie n'est pas une maladie uniforme, mais toute une pléiade de différentes maladies, il y en a qui auront un pronostic tout à fait favorable et qui ont une évolution bénigne, et puis d'autres qui, au contraire, seront des formes d'épilepsie extrêmement graves. L'épilepsie est une maladie curable, pas dans tous les cas, mais dans une majorité, ou plutôt les crises sont curables, puisque les médicaments antiépileptiques sont des médicaments anti-crise. Donc il faut savoir que dans à peu près 70% des cas, donc chez 7 patients sur 10, la mise en route d'un traitement antiépileptique va permettre de ne plus voir survenir de crise. Certaines formes d'épilepsie vont effectivement guérir, par exemple celles de maturation, qui vont guérir lorsque l'enfant grandit et arrive à l'adolescence. Et dans ce cas-là, on pourra arrêter le traitement antiépileptique. Il y a d'autres maladies épileptiques qui vont rester bien contrôlées par les médicaments,
mais pour lesquels on sera obligé de poursuivre ce traitement encore pendant des années, parfois même toute une vie. Il y a néanmoins 30% des patients chez lesquels, en dépit de plusieurs médicaments, les crises vont persister. Chez ces patients-là, et dans un nombre limité de cas, malheureusement, on peut envisager d'autres traitements que les médicaments. L'un des autres traitements qu'on peut envisager, c'est le traitement chirurgical. Mais pour cela, il faut que les crises aient un point de départ bien localisé dans notre cerveau, c'est-à-dire que l'épilepsie soit partielle. Il faut que cette région qui génère les crises soit accessible à la chirurgie. Il faut bien sûr que la maladie épileptique soit suffisamment grave et invalidante pour justifier un tel traitement qui consiste quand même à enlever un bout du cerveau. L'histoire est marquée par un long combat entre, d'un côté, l'interprétation magique de l'épilepsie, source de nombreuses fausses croyances, et de l'autre, son interprétation scientifique. Il faut savoir que la connaissance de l'épilepsie était bien supérieure à l'époque de l'Antiquité du médecin grec Hippocrate, qu'elle ne l'a été 1500 ans plus tard, au Moyen-Âge chrétien. Rouffach est une petite ville alsacienne du Haut-Rhin dans laquelle le premier hôpital pour malades épileptiques a été construit au XVe siècle. Cette construction avait été liée à Saint-Valentin. Comment l'histoire de Saint-Valentin est arrivée à Rouffach? Christian Maresco, professeur en neurologie au CHU de Strasbourg. Rouffach est depuis l'an 1000 et des poussières un lieu de pèlerinage orienté vers l'épilepsie. C'était un pèlerinage qui était très confidentiel, qui était très peu connu et qui était sous le patronage de Saint Jean-Baptiste, qui est le patron des épileptiques en France. Et Rouffach avait un deuxième saint qui était vénéré, qui est Saint Valentin. Et Valentin, sur un jeu de mots germanophone, fait penser à l'épilepsie. Pierre-Paul Faust, archiviste au musée de Rouffach. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de l'arrivée de la relique à Rouffach? Alors là, la tradition veut qu'il y a eu des moines qui venaient donc d'Italie avec la relique de Saint-Valentin. Ils arrivent tard à Rouffach, les portes sont déjà fermées, bon, on ne les laisse plus entrer, ils continuent un peu le chemin et derrière le château, sur la colline, ils s'installent là pour la nuit. Bon, le matin, quand ils veulent partir, continuer le chemin, il n'y a rien à faire, la relique ne bouge pas. C'est là qu'on voit un signe du ciel que bon, il veut rester là. Alors dites-nous en quelle époque c'était? XIIe siècle. Tôt dans le XIIe Et siècle. puis le pèlerinage a vraiment démarré le jour où il y a eu alors l'arrivée de ce fameux Sansetti qui a associé le nom de Valentin à la maladie, en ce sens qu'en allemand, on dit Valentin, c'est-à-dire de tomber. Et ça a été son point de marketing, je dirais. Et c'est ça qui a abouti à la construction de l'hôpital, finalement, pour épileptiques? Vous savez, sur les anciennes gravures, on voit bien que Sansetti, lui, il laisse tomber ce qu'il y avait avant, à côté de l'église, et il construit vraiment un bâtiment, un hôpital comme on conservait à l'époque, comme les hospices de Beaune. Hein. Il y a une grande nef, et puis avec un chœur où il y a la chapelle, hein, quoi. Ça a une allure d'église, si vous voulez, mais c'est l'hôpital. Hein. Et ça prend, comme dit, des proportions, alors vraiment une ascension fulgurante. Hein. Donc cet hôpital au XVe siècle était vraiment destiné aux patients épileptiques? Oui, alors uniquement là uniquement c'est l'épilepsie. Hein, Est-ce qu'on a une idée de la façon dont les malades étaient soignés? Il y avait des soins, on les soignait, hein, mais on soignait surtout par la prière. La maladie avait à voir avec le côté religieux, la possession.
C'est pour ça que sur les images de l'époque, on voit souvent les patients épileptiques à côté de sangliers ou de cochons qui représentent le malin et qui représentent l'animal vers lequel devrait être retransféré le démon qui rend épileptique. Mais le patient n'était pas responsable, n'était pas mis à l'écart du fait de sa maladie. Il n'y avait pas d'ostracisme, il était victime de sa maladie, mais n'était pas responsable et pas rejeté à cause de sa maladie. Et Rouffach était, en tout cas dans l'environnement de Rouffach, c'était un endroit où les patients qui n'auraient pas pu vivre normalement ou être acceptés dans d'autres régions pouvaient sans problème être reçus, être pris en charge, être soignés. La période faste, entre guillemets, est positive par rapport à l'épilepsie. C'est le Moyen-Âge, le XIVe, le XVe siècle et la première moitié du XVIe. Et à partir du XVIIe siècle, la prise en charge, l'acceptation devient tout à fait différente. Et c'est plus une menace dès le XVIIe siècle, l'hospice de Rouffach, qu'un lieu de refuge et de soins. D'accord. À partir du XVIe siècle, on a à nouveau évoqué l'origine physique de l'épilepsie. Et on a alors proposé un traitement à base de plantes ou d'une bonne hygiène de vie. Au XVIIIe siècle, un grand nombre de personnes croyaient que l'épilepsie pouvait se transmettre par l'imagination après avoir assisté à une crise. Au cours de ce même siècle, le docteur Tissot a pourtant écrit un traité de l'épilepsie dans lequel il évoquait que l'épilepsie pouvait dépendre soit d'une grande convulsibilité du cerveau chez certaines personnes, soit être le signe d'une lésion cérébrale. Micheline Louis-Courvoisier, historienne à la faculté de médecine, Genève. J'ai eu la chance de travailler sur environ 1500 lettres écrites par des patients ou par des proches de patients au docteur Tissot. C'est un médecin lausannois qui était connu dans toute l'Europe, qui a pratiqué entre 1750 et 1797, qui a reçu des lettres de partout, de malades souffrant de toutes sortes de maladies, dont l'épilepsie. On voit dans ces lettres surgir au fond un sentiment récurrent, c'est celui du désarroi. Du désarroi des patients, bien sûr, qui essayent de décrire leur crise, qu'ils la décrivent parfois avec énormément de précision, sous forme de journal. On la voit aussi chez les proches des malades qui eux aussi écrivent aux médecins pour raconter la maladie de leurs proches. Et là, je vous citerai simplement la fin d'une lettre d'une mère qui parle de l'épilepsie de son fils et qui termine en disant « Il n'y a plus aucun doute que mon fils, pour qui j'ai eu l'honneur de vous écrire, ne soit attaqué d'épilepsie, ce qui me cause un chagrin mortel. » Mais le désarroi, il vient aussi du côté des médecins qui se rendent bien compte qu'ils ont peu de traitements pour lutter contre cette maladie. Je pense notamment à un médecin qui écrit au docteur Tissot en disant que dans son pays, il écrit de la France, on a toujours regardé ce mal comme absolument incurable et ses malheureuses victimes avec horreur. Donc ce sentiment de répulsion, de rejet, il est quand même souvent évoqué et c'est évidemment une souffrance supplémentaire pour les patients. L'apparition des premiers médicaments antiépileptiques a été une véritable révolution scientifique. Le premier traitement efficace a été le bromure dans les années 1850, suivi par les barbituriques dans les années 1900. La découverte de médicaments qui permettaient une diminution de la fréquence des crises ou même leur disparition a entraîné un changement de point de vue sur l'épilepsie, en tout cas de la part du corps médical, et une diminution des peurs et des préjugés. On a alors commencé à voir l'épilepsie comme une maladie neurologique parmi d'autres. Mais aujourd'hui encore, il subsiste des fausses croyances et des mauvaises représentations qui proviennent des époques anciennes et qui réapparaissent occasionnellement dans les médias, ce qui contribue à entretenir la confusion. Alors la science a un rôle dans la lutte contre les préjugés. De nombreuses équipes de recherche sont très actives dans le domaine de l'épilepsie, avec des travaux en génétique, sur des cultures de cellules nerveuses ou du tissu provenant de patients épileptiques, ou encore avec des modèles animaux.
Le professeur Christian Maresco a découvert en 1982 que 10% des rats de laboratoire présentaient naturellement des crises épileptiques et qu'ils pouvaient constituer un modèle d'épilepsie spontanée. L'épilepsie est très très fréquente dans toutes les espèces animales et sans doute particulièrement chez les rongeurs. On a retrouvé les mêmes grandes classes d'épilepsie, les mêmes différences d'un type d'épilepsie à un autre, et chaque forme d'épilepsie ayant les médicaments qui vont contribuer à diminuer les crises et des médicaments à risque de les aggraver. Et on peut projeter du modèle animal à l'homme. Sur la partie pharmacologique, oui. Sur la partie mécanisme, circuit impliqué, oui. Sur le point social, familial et préjugé, beaucoup plus difficilement. Mais l'approche pharmacologique, oui, elle est très très équivalente parce qu'elle dépend des modes de fonctionnement des neurones, des cellules nerveuses, des circuits qui sont bizarrement assez proches chez le rongeur et chez l'homme. Donc cette façon de ne pas utiliser les médicaments au hasard, qui était beaucoup aidée et beaucoup clarifiée par l'expérimentation animale, a été aussi une des meilleures façons de lutter contre les préjugés. C'est clair qu'on va plutôt renforcer le préjugé chez un jeune patient qui va s'aggraver mois après mois avec les traitements et qu'on va nettement faire diminuer le risque de ces préjugés négatifs si, à l'inverse, un traitement bien choisi fait disparaître les crises et fait que l'épilepsie passe quasiment inaperçue. Donc pour les personnes qui souffrent d'épilepsie, il y a bien sûr la maladie à gérer, mais il y a aussi la peur du regard des autres. Il est vraiment important que le public connaisse l'épilepsie, qu'il soit familiarisé avec cette affection, pour que les crises d'épilepsie soient considérées plus sereinement, sans préjugés, sans méfiance, sans peur. Quelques personnages illustres atteints d'épilepsie, en particulier Dostoïevski, Flaubert et Van Gogh, dont les textes sont lus au cours du spectacle, ont écrit sur leurs ressentis pendant le début des crises, avant la perte de connaissance, et sur leur vécu de la maladie. Par la qualité de leur écriture, ces artistes nous aident à nous représenter ce que peut vivre une personne épileptique. François-René Duchâble, pianiste. Quand on prend l'exemple des personnages célèbres qui ont écrit sur leur épilepsie ou de Beethoven qui avait cette surdité, est-ce que vous pensez qu'un handicap, une pathologie, qu'elle soit neurologique ou autre, peut alimenter la créativité ? Absolument, je ne peux pas le prouver scientifiquement, mais je le ressens d'une façon très forte. Et je pense de façon générale que la souffrance peut augmenter la capacité créatrice, déclencher l'imaginaire. On le voit, par exemple, Beethoven était adepte d'un certain humanisme et combien il était généreux et combien il souffrait d'être isolé, comme je pense que c'est le cas souvent de vos patients qui doivent souffrir de cette difficulté de communiquer, au moins pendant la période de leur crise. François-René, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez fait pour choisir les pièces musicales du spectacle ? J'ai choisi en priorité des pièces de Ludwig van Beethoven puisqu'il est en rapport avec les textes. Et par ailleurs, il me semble que la musique de Beethoven est très en relief, c'est une musique très contrastée qui correspond bien aux manifestations des crises d'épilepsie. Donc il n'y a pas tellement de difficulté à trouver 3 pièces de Beethoven qui est majoritaire dans ce programme. En tout cas dans la durée, puisqu'on a également 3 pièces de Schumann, et puis d'autres pièces donc, que nous avons trouvées chez Chopin, Moussorgsky également.
Alors, toujours la recherche d'une énergie particulière qui nous sort du romantisme un peu calme. Hein. Donc plutôt le contenu émotionnel des pièces musicales qui vous inspirait aussi. Voilà, alors le contenu émotionnel, naturellement, beaucoup de contrastes, certaines manifestations de violence, des cassures. Hein. Chez Beethoven, par exemple, il fait une accélération ou une somme d'énergie en crescendo, comme on dit dans notre jargon musical, et puis le crescendo n'aboutit pas. Il y a une cassure et il repart sur une sorte de, je dirais pas un vide, mais sur quelque chose de très doux. Subitement, et la vague redémarre. Et moi, bien que je ne sois pas spécialiste des crises d'épilepsie, contrairement à vous, j'imagine, d'après les textes et d'après ce que vous en dites, que c'est assez proche de cette musique. Donc Beethoven, la sonate au clair de lune, le final, la sonate La Tempête, premier mouvement, avec des interrogations, avec des sentiments de poursuite, avec des grands coups, des grands moments de violence, avec un mystère, une espèce de calme retrouvé à certains moments. Et puis la première pièce qui introduit le programme, la sonate Appassionata, la sonate extrêmement puissante, avec là aussi comme des grands coups de marteau, une espèce d'obsession, qui correspond d'ailleurs, je dirais, à l'infirmité que Beethoven connaissait bien, hélas, sa surdité. C'est une musique qui semblait plus partir de l'intérieur. Oui, c'est une musique qui est souvent, je dirais, viscérale, qui a quelque chose de tribal. Bien que Beethoven avait une vision très intellectuelle de la musique et qu'il savait parfaitement construire ses œuvres, il avait un sens de l'architecture qui était, on le sent, avec une volonté très très forte dans chaque pièce. Il y a peu de place pour l'improvisation, je dirais, contrairement à certaines musiques romantiques de Chopin, de Schumann, de Liszt, même de Brahms. Mais chez Beethoven, il y a cette force de l'architecture, cette conduite rythmique, le rythme de l'intérieur, un peu tribal, qui nous entraîne dans cette énergie extraordinaire et qui, à mon sens, était utile pour notre sujet et également pour illustrer et commenter les différentes interventions littéraires, donc même qu'elles soient de Dostoïevski, de Flaubert ou de Van Gogh. Alain Carré, comédien. Alain Carré, pouvez-vous nous expliquer comment s'est fait le choix des textes ? Mais le choix des textes, il a été assez simple dans le sens où, par rapport aux épileptiques connus, on avait 3 grands écrivains qui, par hasard ou pas, se retrouvent mêlés au cœur du XIXe siècle, Dostoïevski, Flaubert et Van Gogh, c'est-à-dire 2 écrivains et un peintre, mais qui écrit également, notamment dans une correspondance assez fouillée à son frère Théo. Donc on est parti de recherches que vous aviez effectuées et puis que j'ai parallèlement complétées par mes lectures puisque j'y consacre une grande partie de ma vie. Alors pour les 2 écrivains que sont Dostoïevski et Flaubert, l'un, Dostoïevski, évoque peu l'épilepsie dans sa correspondance, mais on en trouve l'une ou l'autre trace qu'on utilise dans le spectacle. Chez Flaubert, on a dans sa correspondance une seule fois le mot épileptique qui est utilisé, notamment lors d'une lettre à sa maîtresse Louise Collet. Et alors chez le peintre, qu'on utilise chez Van Gogh, je ne serais pas à même d'étudier les traces d'épilepsie dans tous ces tableaux, mais il est vrai que les couleurs qu'il utilise, la façon dont il utilise le trait dans ces tableaux répétitifs, on peut y voir certainement quelque chose qui a trait à l'épilepsie, pourquoi pas. Mais en tout cas, lui, dans ses lettres à Théo, parle de son épilepsie, de ce qu'en disent les médecins. Donc voilà un petit peu les traces en gros qu'on a pu retrouver dans ses écrits.
Dostoïevski, c'est un romancier de la crise. La crise en général. C'est pas le romancier comme Tolstoï, c'est-à-dire les saisons se déroulent, les amours passent, les familles se constituent, les grandes sagas. Chez Dostoïevski, ça va vers la catastrophe. Jacques Cateau, professeur de littérature russe. Ça monte vers le scandale. C'est une tempête perpétuelle. C'est une tempête Et en perpétuelle. cela, vous pensez que son épilepsie a un rôle dans cet aspect critique de... Alors là, pour l'écriture, cette espèce de composition en flamme, si vous voulez, en flamme lancéolée, avec des montées brusques et puis des chutes, peut-être que ça a un rapport avec ce qu'éprouvent les épileptiques lorsqu'ils éprouvent une sorte de fébrilité. De paroxysme. Et la crise est un paroxysme, Voilà. et après il y a une chute. Ouais. Et c'est ce qu'on peut retrouver peut-être parfois dans cette écriture. Voilà, ça peut se retrouver, oui. Et puis on pense aussi que, par exemple, Dostoïevski avait une crise d'épilepsie assez forte, et après il disait qu'il voyait tout en rouge. Et quand on prend Les Démons, par exemple, c'est un roman qui est tout en rouge. Tous les objets sont en rouge, la cravate, la boîte d'allumettes, la flaque de sang, l'incendie, tout est en rouge. Hein? Et bon, peut-être qu'il y a des rapports comme ça, des atmosphères qui sont données. Oui. Mais je crois surtout que Dostoïevski était épileptique, mais il a utilisé son génie pour domestiquer l'épilepsie et en faire un des éléments de ses romans. Dans ce moment qui précède la chute, c'est-à-dire au moment de l'aura, il a acquis un moyen de pénétrer dans un monde que les autres ne connaissent pas. Dans l'Idiot, son personnage, le prince Bruchkin, lui a des auras de bonheur. Et il dit, on ressent un bonheur, et ça il le dit dans d'autres romans après, un bonheur tel qu'on donnerait sa vie pour le vivre. Mais donc pour les personnages qui souffraient d'épilepsie dans ces livres, il n'y avait pas de vrai a priori, puisque certains pouvaient être bons, d'autres plus... Non, Tous les caractères étaient non, représentés. justement, ça c'est bien ce que vous dites, parce que ça veut dire que l'épilepsie ne donne pas un caractère bon ou mauvais aux gens. L'épilepsie, c'est une maladie, et il y a des gens qui sont mauvais qui l'ont, et des gens qui sont bons qui Voilà. l'ont. Donc, non, il y a une sorte de normalisation Ouais. de l'épilepsie chez Dostoïevski, en l'intégrant dans la vie. Ouais. Parce qu'il ne la cache pas quand même. Ouais. Il ne la dissimule pas. Mouchkine dit à plusieurs reprises que c'est quand même très gênant pour lui. Donc son personnage du livre L'épilepsie, c'est quand même gênant. Ouais. Hein. Bon. Mais il le fait, Dostoïevski le fait en intégrant l'épilepsie comme un élément. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsqu'il y a une montée de la tension, eh bien, il y a l'épilepsie qui se prépare, la crise, mais il y a également l'orage extérieur qui se prépare, l'obscurité qui augmente, etc. C'est-à-dire, il intègre l'épilepsie comme un élément, naturel. il n'en fait pas, voilà, presque naturel, un élément biologique. C'est-à-dire, là, il y a ce que vous pourriez trouver, qu'on demande à la société actuelle, d'intégrer les gens qui ont des handicaps. Eh bien, dans l'Idiot, on voit quelqu'un qui a un handicap, qui a l'épilepsie, mais qui presque séduit, non pas à cause de son handicap, mais il séduit un petit peu les autres qui ont de la compassion pour lui et de la curiosité, de l'affection. Oui. Et cette affection vient du fait, la curiosité vient du fait que Mouchkine ne cache rien de ce qui lui arrive. Il décrit avec simplicité. Et c'est accepté. Voilà, il se fait accepter. On a une acceptation de la société et en même temps, Mouchkine accepte lui-même sa maladie. Savez-vous qu'il y a énormément de gens qui sont malades de leur santé précisément, c'est-à-dire de leur certitude démesurée d'être des gens normaux?
Qu'en pensez-vous? Je crois que c'est important comme phrase. Et puis surtout, c'est une leçon au monde. Ne regardez pas les autres avec votre supériorité. Ne regardez pas les autres de haut. Regardez comme ils sont. C'est toujours un peu un thème très dostoïevskien. Vous savez qu'au début, on a considéré Dostoïevski comme quelqu'un qui écrivait sur la notion de pitié, avoir la pitié envers les autres. Je n'aime pas ce terme. C'est un écrivain français qui a inventé ça. Je pense qu'on dirait maintenant de la compassion. Hein. Mais je n'aime pas non plus. Simplement de la lucidité m'irait mieux. Oui. La considération pour les autres. Dostoïevski, c'est un mot qui vient de Dostoïevo, qui veut dire digne. Dignité. Voilà. Musée Flaubert, Rouen. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce lieu? Oui, d'abord il faut dire que c'est le musée Flaubert et d'histoire de la médecine, parce que nous sommes ici dans la maison du chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Rouen, qui s'appelait Achille Cléophas Flaubert. Donc c'était le père de l'écrivain Gustave Flaubert, qui est né dans cette maison. Arlette Dubois, conservatrice. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas courant pour un enfant de vivre dans un hôpital. Et l'intimité familiale de Flaubert a été continuellement confronté au monde de la maladie et des mourants qui environnaient son univers. Pendant l'épidémie de choléra de 1832, il avait une dizaine d'années, il entendait le râle des mourants à travers la cloison pendant les dîners. À un autre moment, dans sa correspondance, il dit qu'il jouait avec sa sœur Caroline et dans le jardin, ils montaient sur une fenêtre, c'était la fenêtre de l'amphithéâtre, et ils voyaient leur père en train de pratiquer des dissections. Donc que ça soit sous une forme allégorique ou sous une autre forme, on a l'impression que la mort a été une compagne un peu de sa jeunesse. Dominique Parrain, vous êtes épileptologue d'enfants à Rouen, à l'hôpital universitaire. Pouvez-vous nous dire comment l'épilepsie de Flaubert a été diagnostiquée ? Alors, elle a été diagnostiquée à partir des données qu'on retrouve dans les correspondances de Flaubert lui-même, qui décrit parfaitement bien ses malaises. Et il faut d'abord signaler qu'il vivait dans un milieu médical. Et il avait ce souci de description scientifique. Et il est clair qu'au vu des données rapportées, il y a un consensus de tous les épileptologues pour dire que Flaubert était vraiment bien épileptique. Comme c'est une épilepsie un peu tardive, il s'agit très probablement d'une lésion anténatale, petite malformation cérébrale, qui était suffisamment petite pour ne pas interférer avec son fonctionnement intellectuel, puisque c'est un personnage très, très brillant, mais qui était suffisante pour créer ces épilepsies. Elle sortit. Les murs tremblaient. Le plafond l'écrasait. Elle resta perdue de stupeur et n'ayant plus conscience d'elle-même que par le battement de ses artères qu'elle croyait entendre s'échapper comme une assourdissante musique qui emplissait la campagne. Il lui sembla tout à coup que des globules couleur de feu éclataient dans l'air comme des balles fulminantes en s'aplatissant et tournaient. Flaubert ne parlait jamais de son épilepsie dans ses textes. Alors c'est vrai qu'il évitait d'utiliser ce mot.
Il parlait de ces maladies de nerfs et il voulait d'ailleurs en écrire un livre. Et ce livre devait être intitulé La Spirale, ce qui est un titre évocateur, mais en fin de compte, il ne l'a jamais écrit. Mais je vous propose de lire un extrait de la correspondance à Louis Collet à propos de ce projet concernant la spirale. Alors voilà ce qu'il dit. « Non, je ne regrette rien de ma jeunesse, je m'ennuyais atrocement. Je rêvais le suicide, je me dévorais de toute espèce de mélancolie possible. Ma maladie de nerfs m'a bien fait. Elle a reporté tout cela sur l'élément physique et m'a laissé la tête plus froide. Et puis elle m'a fait connaître de curieux phénomènes psychologiques dont personne n'a idée, ou plutôt que personne n'a senti. Je m'en vengerai à quelques jours en l'utilisant dans un livre, mais comme c'est un sujet qui me fait peur, sanitairement parlant, il faut attendre que je sois loin de ces impressions-là pour pouvoir me les donner facticement, idéalement, et dès lors sans danger pour moi ni pour l'œuvre. » Disons ceci. Metin Arditi, écrivain. Pour moi, Van Gogh représente la quintessence de l'artiste. L'artiste extrême. Pour des raisons inexplicables, au fond assez magiques, il a quelque chose à dire. Il avait un besoin effréné de partager. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où ce qui prime, c'est ce besoin de partage, et pas un désir de succès. Ce qu'il livre, ce qu'il donne comme art est d'une vérité absolue. Parce que pour le reste, il n'en a rien à faire, comme on dit vulgairement. C'est uniquement dans le sens de, je dirais, partager la violence de ses sentiments. Vous ressentez une grande violence dans ces toiles? Énorme, énorme. Et ce qui est extrêmement touchant, c'est que cette violence, cette solitude, elle n'est pas méchante. Mais si nous le voyons là, attablé, imbibé d'absinthe, en train de proférer des insanités, nous lui tournerions le dos comme les autres. Saint-Rémy, 23 mai 1889. Je suis encore parlant de mon état, si reconnaissant d'autres choses encore. J'observe chez d'autres qu'eux aussi ont entendu dans leur crise des sons et des voix étranges comme moi, que devant eux aussi les choses paraissaient changeantes. Et cela m'adoucit l'horreur que d'abord je gardais de la crise que j'ai eue, et que lorsque cela vous vient inopinément, ne peut autrement faire que de vous effrayer outre mesure. Une fois qu'on sait que c'est dans la maladie, on prend ça comme autre chose. Je n'aurais pas vu d'autres aliénés de près que je n'aurais pu me débarrasser d'y songer toujours. Pensez-vous que des maladies telles que l'épilepsie puissent apporter une force de caractère ou une force de créativité? Moi, je le crois beaucoup. Parce que ça oblige à affronter toutes sortes de problèmes avec soi-même. Et la force, c'est ça.
Force de caractère et créativité. La force de caractère, la créativité, c'est vraiment beaucoup une expression de la force de caractère. C'est la résultante. C'est prendre des risques, c'est oser, et prendre des risques est d'autant plus envisageable lorsqu'on sait qui on est. Et puis, à partir du moment où on s'accepte, ma foi, les autres ils sont libres de leurs sentiments et de leurs pensées. Et ça permet vraiment d'avancer sur le plan artistique. J'ose croire qu'une fois que l'on sait ce que c'est, une fois qu'on a conscience de son état et de pouvoir être sujet à des crises, qu'alors on y peut soi-même quelque chose pour ne pas être surpris tant que ça par l'angoisse ou l'effroi. Or voilà 5 mois que cela va en diminuant. J'ai bon espoir d'en remonter ou au moins de ne plus avoir des crises de pareille force. Selon vous, comment l'épilepsie est-elle perçue aujourd'hui ? Je pense que l'épilepsie est quand même perçue avec beaucoup de crainte, avec une certaine angoisse. C'est quelque chose qui échappe au commun des mortels. C'est un comportement qui tout à coup quitte la norme. Et sans doute qu'il faut plus en parler. Maintenant, la secousse avait été telle que cela me dégoûtait de faire un mouvement même, et rien ne m'eût été si agréable que de ne plus me réveiller. À présent, cette horreur de la vie est moins prononcée déjà, et la mélancolie moins aiguë. Mais de la volonté, je n'en ai encore aucune. Des désirs, guère ou pas, et tout ce qui est de la vie ordinaire, le désir par exemple de revoir les amis auxquels cependant je pense, presque nul. Est-ce que vous vous êtes déjà imaginé épileptique ? Non, jamais. Si vous essayez maintenant d'imaginer avoir été épileptique, vous pensez que ça va changer probablement complètement votre vie ? Je ne sais pas, c'est très très difficile. Il ne faut pas être prétentieux, c'est très difficile. Moi, je pense que ça m'aurait rendu encore plus solitaire. Et plus fort ? Oh, sûrement. Sûrement. Sylvie Loeb et Christina Lenzi. Comment avez-vous trouvé le spectacle ? Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant ce spectacle ? Et moi, ça m'a beaucoup touchée et je trouvais très émouvant ce mélange, cette complicité qu'il y avait entre le pianiste et le comédien. Et c'était vraiment très, très touchant. Et moi, j'ai vraiment adoré. Autant la musique et surtout aussi le comédien, comme il a lu ses textes, c'était vraiment, ça m'a parlé, ça m'a rappelé beaucoup de choses aussi. C'est comme c'était retourner un peu dans mon histoire, dans ces moments qui étaient vraiment très, très tristes dans ma vie. C'était pas quelque chose d'inventé, vous voyez ce que je veux dire ? C'était pas quelque chose de décrit, c'était quelque chose de vécu. Est-ce que l'épilepsie vous a vous aussi ouvert à des pensées nouvelles qui vous ont poussé à une certaine créativité ? Alors, en ce qui me concerne, oui. J'étais historienne de l'art, donc je m'occupais de l'art des autres. Et je n'aurais absolument jamais eu le courage de prendre un crayon parce que je ne savais pas dessiner. Et puis, j'étais très critique. Et puis, quand j'étais à l'hôpital et que je m'étais fait opérer et que c'était assez difficile parce que j'avais de la peine à trouver mes paroles, mon frère m'avait apporté des crayons
de couleurs, et puis ils m'ont dit, mais tu pourrais t'exprimer en peignant. Donc la créativité, c'est une chose que j'ai osée à travers l'épilepsie, que je n'aurais jamais osé sinon. Et puis, en ce qui me concerne, j'ai développé une sensibilité beaucoup plus grande à la beauté. Et c'est dans ces textes-là que ça m'a vraiment parlé, parce qu'il dit la même chose. Moi, quand je vois un bord du lac avec de la lumière, du soleil, je suis juste... Je pense qu'avant, je n'aurais pas eu ces capacités. D'avoir un tel plaisir et quelque chose qui peut m'envahir de bonheur, de la beauté, de ce que je peux voir. Des moments intenses de bonheur et que j'arrive ensuite à reporter dans ce qui est artistique. Si on pouvait essayer de changer quelque chose, d'amener une amélioration par rapport à l'épilepsie dans la société, est-ce que vous auriez une idée? Oui. Moi, j'aimerais beaucoup la reconnaissance, que les gens nous traitent comme avec quelqu'un de normal et pas se sentir différente. Socialement, c'est très dur parce que les autres, ils ne comprennent pas vraiment, en fait. Même les personnes qui sont intimes, ça fait honte de dire que, voilà, je ne me rappelle pas ou des choses. C'est très dur de vivre ça. Éviter les raisonnements généraux, les approches trop globales, c'est sans doute la meilleure façon d'arriver à diminuer les préjugés. C'est de sortir de la maladie épileptique pour les multiples formes de maladies épileptiques avec des problématiques, des mécanismes, des façons de réagir au traitement très très différentes. Et ce qu'on essayait d'expliquer aux parents, c'est que on leur apprenait rien en leur disant que l'enfant était épileptique, puisqu'ils venaient nous voir en décrivant des crises, que ce qu'il fallait arriver à mettre derrière le mot d'épilepsie, c'était des termes beaucoup plus précis, des mécanismes, et derrière les mécanismes, des traitements. Même si on ne peut pas faire comme si ce handicap n'existait pas, on peut lui laisser la seule place qui lui revient, c'est-à-dire de ne pas en rajouter sur ce qu'il signifie, sur ce qu'il implique, et l'aborder de façon plus rationnelle, ou l'aborder de façon uniquement rationnelle. L'homme sain est l'homme le plus terre-à-terre, et par conséquent, il doit vivre de la vie d'ici-bas pour sa satisfaction et le bon ordre. Mais à peine est-il malade qu'aussitôt apparaît la possibilité d'un autre monde. Dostoïevski avait une conception originale des maladies et décrivait l'épilepsie comme la source possible d'un enrichissement moral. Ce thème lui tenait à cœur, il voulait le partager. Sa tentative de familiariser le public avec l'épilepsie au travers de ses œuvres était d'avant-garde et judicieuse. Nous devons continuer aujourd'hui à combattre les préjugés qui persistent autour de la maladie en parlant davantage de l'épilepsie, au quotidien, même à petite échelle.